Alors, la partie 4 de ce cours, intitulée Loi normale. Elle comporte deux parties. Partie A, la loi normale centrée réduite. Et en partie B, on verra des lois normales dites générales. Il nous reste dans ce chapitre 4 pages. 2 pages pour la partie A et 2 pages pour la partie B. Okay. Voyons ensemble la partie A. Regardez déjà en termes d'organisation de ces pages. La première page, une définition, un théorème, une définition, des propriétés. Bref, pas d'exercice d'application pour l'instant. Les exos d'application n'arrivent que ici à peu près au cœur de la deuxième page. Ça veut dire qu'on va commencer avec une partie très théorique. Okay. Alors sachez qu'en termes de théorie, je vais aller relativement vite parce que dans les acquis demandés au lycée, il n'y a pas énormément de choses concernant cette loi. Ce qui importe essentiellement, c'est que vous ayez des premières connaissances sur cette loi qui, dans la suite de vos études, sera très utilisée. Elle est applicable notamment à tous les phénomènes biologiques. Si je prends un exemple hyper actuel, notre pandémie du coronavirus, qui nous embête bien en ce moment, cette épidémie suit une courbe de Gauss. Je ne sais pas si ça a été évoqué aux infos. Une courbe de Gauss, elle est là ma courbe de Gauss. C'est une courbe dite en cloche. En fait, les pandémies suivent une loi normale. C'est-à-dire qu'au début, il y a une croissance, puis il y a l'atteinte d'un pic, et puis il y a une décroissance. Ok ? Alors, évidemment, elle n'est pas centrée sur 0. En fait, il faut que je descende un peu plus loin dans mon cours, donc on finira bien par le voir, avec voilà, un exemple d'une courbe de Gauss, donc une courbe en cloche, qui voit son pic atteint dans un moment t positif. Okay. Ça voudrait dire que la courbe, elle aurait démarré ici, elle aurait fait une cloche, un pic, pour redescendre et atteindre 0 quand le virus sera complètement décimé de la surface de la Terre. Bon, on peut espérer. Voyez aussi que le pic, il peut avoir plusieurs formes, c'est-à-dire que notre courbe, elle peut être plus ou moins étalée. Ici, on a un pic qui ressemble plus à un mini plateau. D'ailleurs, je dirais qu'en ce moment, on est sur la fin de ce plateau et on commence à avoir le début de la décroissance de cette épidémie en France. Ok ? Bon. Donc, ce sera forcément appliqué dans la suite de vos études. Donc, la connaissance de cette courbe, elle est forcément cruciale dans ce chapitre. On va beaucoup s'appuyer dessus. Maintenant, si je commence avec, voilà, la définition d'une variable aléatoire centrée et réduite. Ce sur quoi on va s'appuyer dans ce chapitre. Une variable aléatoire est centrée lorsque son espérance vaut 0. Rappelez-vous, l'espérance, c'est la valeur qu'on peut s'attendre à obtenir en moyenne. Bon. Et une variable est réduite lorsque son écart-type vaut 1. Un écart-type de 1, ce n'est pas une valeur très élevée. Il faut se dire que la grande majorité des valeurs prises par notre variable vont être comprises entre l'espérance moins 2 fois l'écart-type et l'espérance plus 2 fois l'écart-type. Donc ici, entre 0 moins 2 fois 1 et 0 plus 2 fois 1. Finalement, les valeurs prises par notre variable aléatoire, avec laquelle on travaille ici, vont être très majoritairement comprises entre moins 2 et 2. À 95%, donc c'est une bonne majorité. Là, c'était une petite définition sur deux termes de vocabulaire, une variable centrée, une variable réduite. Je continue avec un théorème, celui de Moivre-Laplace, qui est en terminale admis, okay, qui pourra être un peu plus détaillé par la suite. Nous, on part avec xn, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors là, je marque un petit instant de pause avant de poursuivre. Rappelez-vous que cette loi binomiale, c'est la loi qui compte le nombre de succès sur un certain nombre de répétitions, en l'occurrence n répétitions. C'est la loi qui est intervenue dans notre exercice 50, page 397, vous savez, sur la loi exponentielle qui étudiait le cas de la vente d'un jouet défaillant à plus ou moins 1 an, ou plus ou moins défaillant au bout de 3 ans, des choses comme ça. Donc la loi binomiale, elle comporte n répétitions d'épreuves de type succès-échec, dont le succès a pour probabilité de se réaliser P. Okay. Si je vais un peu plus loin, l'espérance d'une variable x qui suit une loi binomiale, c'est n fois P. On l'a revu aussi dans notre fameux exercice. Eh bien, on part de cette variable x et on crée une variable z.
Z, voici sa formule. X moins n fois p, divisé par racine carrée de n fois p fois 1 moins p. N fois p, c'est l'espérance, et n fois p fois 1 moins p, on l'a vu l'année dernière, c'est la variance. Et la racine carrée de la variance, c'est l'écart type. Donc finalement, z, elle est construite à partir d'une variable qui suit une loi binomiale, moins son espérance, divisée par sa variance. Okay, c'est pour ça qu'on vous donne la formule, hein. Vous êtes tout à fait en mesure de comprendre tout ce qui se passe là-dedans. Maintenant, le pourquoi du comment, c'est autre chose. Mais en tout cas, on peut vous exposer cette variable z. Eh bien, sachez que cette variable z est une variable aléatoire centrée réduite. Ça veut dire que l'espérance de z, elle vaut 0, et l'écart type de z vaut 1. De plus, pour tout réel a et b avec a plus petit que b, la probabilité pour que z soit compris entre a et b, en admettant qu'on a un nombre de répétitions infini, d'où ce terme de limite quand n tend vers plus l'infini. Donc on est dans le cas où on répète 1 milliard de fois la fameuse épreuve de type succès-échec. La probabilité pour que notre fameuse variable z soit comprise entre a et b, eh bien ce sera l'intégrale de a à b d'une fonction ici qui sera à prendre, 1 sur racine de 2pi fois exponentielle de moins x2 sur 2. Ok? Ah, Mika, qu'est-ce que tu veux? Sortir? Dans 2 minutes, ma fille. Je poursuis. Je peux, maintenant que j'ai mis tout ça en place, vous parler de la loi normale centrée réduite. Donc on aura une variable x qui suit la loi normale centrée réduite si elle admet pour densité la fonction f définie sur R par f de x égale, ma fameuse fonction, 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x2 sur 2. Okay. La courbe représentative de cette fonction f, elle vous est donnée ici. C'est ma fameuse courbe de Gauss, centrée sur 0. D'accord? À partir de cette courbe, on se rappelle que pour calculer la probabilité d'avoir x compris entre a et b, il suffit, avec des gros guillemets, il suffit de calculer l'aire sous la courbe entre a et b. Autrement dit, c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Je crois que je vais marquer une petite pause, sinon ma chienne va me faire une petite comédie. Je reviens dans un instant.